Alors voilà, donc on va attaquer le deuxième chapitre sur le thème quelle est l'efficacité de l'intervention sociale de l'État et le chapitre 2, l'efficacité de la politique sociale. On a vu en grand 1, chapitre 1, les domaines d'intervention de l'État et nous verrons en dernier chapitre l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes dans ce chapitre 2, l'efficacité de la politique sociale. Alors qu'est-ce que la redistribution ? Donc, dans la politique sociale, il y a ce qu'on appelle la redistribution. Nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, le mécanisme de la redistribution. Comment on passe du revenu primaire au revenu disponible des ménages ? Donc, le revenu primaire des ménages, c'est quoi ? Ce sont les revenus des travailleurs indépendants, les travailleurs revenus non salariés, c'est l'ensemble des revenus salariés, et c'est l'ensemble aussi des revenus mixtes, c'est-à-dire les revenus des entrepreneurs individuels qui reçoivent aussi une rémunération de leur entreprise, du capital qui est leur entreprise. Donc tout ça, revenus salariés, non salariés et mixtes, nous donne le revenu primaire de l'ensemble des ménages. À ce revenu primaire, on va enlever les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, et on va rajouter les prestations sociales, c'est-à-dire les revenus de transfert qui viennent pour payer la maladie, la famille, la santé, etc. La santé, la vieillesse, le chômage. Donc si on enlève les prélèvements obligatoires et qu'on rajoute les revenus de transfert, eh bien on obtient le revenu disponible des ménages. Première chose, pour pouvoir redistribuer, on va commencer par regarder passer du revenu primaire au revenu disponible. Quels sont les objectifs de la redistribution ? Il y a deux grands objectifs. Une redistribution horizontale, permettre à maintenir les individus avec des ressources, surtout lorsqu'ils sont atteints par ce nombre de risques. On va parler de risques sociaux, la maladie, le chômage, la vieillesse, la maternité. Donc on va devoir donc, dans ces périodes vous aider à avoir quand même une rémunération, puisque vous êtes au chômage, vous êtes en maladie, etc. Donc une redistribution horizontale qu'on va retrouver ici dans les prestations sociales. Ou une deuxième objectif de la redistribution, c'est une redistribution cette fois on va dire verticale, et celle-là elle cherche plutôt à réduire les inégalités. Ce ne sera pas lié comme dans ce cas-là à un risque social, c'est tout simplement que des personnes sont en situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté. On va essayer à réduire ces inégalités. Donc deux grands types de redistribution, la redistribution horizontale qui cherche à couvrir les risques et une redistribution verticale qui cherche à réduire les inégalités. Alors les prélèvements obligatoires, qu'est-ce que les prélèvements obligatoires ? On prélève sous forme d'impôts, on prélève sous forme de cotisations sociales, vous savez qu'elles sont salariales ou patronales. Elles sont versées donc par les agents économiques, les ménages qui travaillent, les entreprises, etc. Et elles sont versées à qui ? Elles sont versées aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux mairies, etc. Et elles sont versées aux organismes de sécurité sociale, elles sont versées à l'État. Voilà pour les prélèvements obligatoires. À quoi servent-ils ? Vous voyez cette personne âgée qui va chez le médecin et qui dit « est-ce que ça me coûtera plus cher ?» Et le médecin qui rigole, qui dit « non, sauf si vous vouliez vous faire soigner, elle vient bien se faire soigner. » Et donc, est-ce que les prélèvements obligatoires vont-ils permettre à cette personne âgée d'être remboursée de ses soins de santé ? Alors, à quoi servent-ils tous ces prélèvements obligatoires que nous venons de voir ici, qui sont importants ? Eh bien, elles servent à financer l'ensemble des dépenses des administrations publiques. Financer les dépenses des administrations publiques. Une administration publique ne crée pas de richesse, elle utilise des budgets pour satisfaire un certain nombre de services publics que vous connaissez vous-même. Il faut bien payer les professeurs, les établissements, etc. pour votre éducation, la santé, la justice, la défense, les routes, etc. etc. Donc, premier grand poste de dépenses, les postes de service public. Deuxième grand poste, tous les revenus de transfert dont nous avons parlé. Revenus de transfert pour la retraite, le chômage, la maladie, etc. etc. Voilà, donc nous avons vu ce que c'était que la redistribution. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la fiscalité française. Donc on va s'attacher dans les prélèvements obligatoires à la notion d'impôt, imposition. Alors, dans la fiscalité, on a ce qu'on appelle une fiscalité progressive,
ou est proportionnelle. Alors qu'est-ce que la fiscalité proportionnelle? Dans la fiscalité proportionnelle, vous avez l'exemple d'un individu qui a 18 000 € annuels, disons par an, avec celui qui en a 60 000, eh bien ils vont faire face à un même impôt qui est un impôt de 20%, quelle que soit leur base d'imposition. Donc vous voyez, dans l'impôt proportionnel, le taux d'imposition reste le même, 20%, et il sera, bien sûr, vous payerez proportionnellement au montant de vos revenus. Mais le taux d'imposition reste le même, on dit qu'il est proportionnel. Donc les types d'impôts proportionnels, vous avez la TVA. La TVA, c'est proportionnel, hein, que vous payez si vous payez un produit, le même type de produit peu cher ou cher, ben vous aurez le même taux sur ce produit, hein, le même taux de TVA. La CSG, on verra, c'est la contribution sociale généralisée, qui est un impôt proportionnel. Et donc au niveau de la redistribution verticale, réduction des inégalités, c'est pas terrible, parce que je paye proportionnellement à mon revenu, donc je ne réduis pas les inégalités. Donc on parle de neutralité fiscale, chacun contribue dans la même proportion de son revenu. Vous avez ensuite l'impôt qui est progressif. Si je reprends le cas d'un individu avec 18 000 € annuels et celui avec 60 000 €, eh bien, il y en a un qui fera face à un taux d'imposition moyen de 2,6%, alors que l'autre fera face à un taux d'imposition moyen de 18%. Donc vous voyez que dans ce cas de l'impôt progressif, le taux d'imposition va augmenter avec les revenus. Donc on parle d'un impôt progressif. Si les taux d'imposition diminuent avec les revenus, il serait régressif. Ici, nous avons un impôt progressif qui est l'impôt sur le revenu. Donc en termes de redistribution verticale, c'est assez bon, puisqu'on essaye de réduire les inégalités entre ceux qui ont des revenus très élevés et ceux qui en ont moins. Donc plus grande justice sociale, mais attention, cela peut aussi décourager l'investissement et le travail. Donc une fiscalité qui est progressive ou proportionnelle suivant les impôts. Donc on va s'attaquer maintenant à regarder un peu plus près l'impôt sur le revenu, qui est un impôt très progressif. Qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer ce qu'on appelle le quotient familial, des parts. On va regarder combien vous êtes parts au sein de votre ménage. Si vous avez, par exemple, vous êtes marié et que vous avez un enfant, chaque personne adulte compte une part et votre enfant une demi-part, donc vous aurez 2 parts et demie. Donc on va voir que, évidemment, plus vous avez d'enfants à charge, plus vous avez de personnes à charge au sein de votre foyer, moins vous devez payer d'impôts. En tout cas, proportionnellement, il ne faut pas que vous payiez autant d'impôts qu'un autre, puisque vous avez à charge plus de personnes. Donc on va revenir sur le quotient familial, on prendra des exemples. Donc on va déterminer un quotient familial, on va déterminer des tranches d'imposition, un barème d'impôt en fonction de ces tranches, et on parlera de taux marginal d'imposition, qui est le taux pour la dernière unité engagée. Donc quel est mon taux, quelle est ma dernière tranche pour laquelle je dois payer un impôt. Vous allez voir, on va expliquer cela. Les taux progressifs en France vont de 14% à 45%, 14, 30, 41 et 45%. Donc vous avez ici en 2017 le barème de l'imposition. Donc ici dans une tranche de revenus qui va jusqu'à 9 710 €, entre 9 710 et 26 818, entre 26 818 et 71 000, etc. Donc vous voyez ici le taux d'imposition. Donc au-dessus de 152 260 € annuels, vous avez un barème qui est à 45%. Si vous n'êtes que dans cette tranche-là, voilà la tranche, votre taux d'imposition est ici. Donc voilà la tranche, voilà le barème. Et nous allons voir tout de suite là qu'est-ce que le taux marginal d'imposition. Alors, pour calculer le taux marginal d'imposition, vous prenez votre revenu imposable, vous le divisez par votre nombre de parts, et puis vous appliquez ensuite dans quelle tranche, quel est votre barème progressif. Donc, vous allez prendre un exemple. Par exemple, donc c'est la source impôt.gouv. Un célibataire qui dispose d'un revenu imposable de 42 000 €, il est seul, donc il a une seule part. Donc si je divise par le nombre de parts, toujours 42 000 €, et on va appliquer son barème d'imposition. Donc entre 9 700 et 26 000 €, il a 17 000 €. À 14%, il devra payer 2 395 €. Et dans la dernière tranche, puisque vous voyez, il est à 42 000 €,
il devra payer 30%, donc le barème ici est 30%, puisqu'il est dans cette tranche-là, donc il devra payer 4 555 euros. Donc par tranche, première tranche, il fait le plein, 2 395 euros. Deuxième tranche, il arrive, il fait pas tout à fait le plein, puisqu'il est à 42 000 euros. Il doit payer 4 555 euros, donc 6 950 euros d'impôt à l'année qu'il devra payer. Donc son taux marginal d'imposition, son taux marginal, c'est la dernière tranche d'imposition pour laquelle il devra payer des impôts. Là, vous voyez, c'est 30%. Son taux moyen d'imposition, ce sera, il doit payer 6 950 euros sur un revenu imposable de 42 000, ce n'est que 16%. Voilà, donc retenez surtout comment se passe l'imposition. Si on prend un couple marié avec 2 enfants mineurs à charge, chaque enfant, c'est une demi-part, donc vous avez les 2 parents, donc on arrive à 3 parts. S'ils ont un revenu de 36 000 euros, on divise par 3 parts, 12 000 euros. 12 000 euros, vous voyez, ils sont dans cette tranche ici. Donc on mettra 12 000 euros, moins 9 712 moins 9 710 euros. On multipliera par 14% et on trouvera quel est son taux d'imposition, quel est son montant d'impôt, sachant que son taux marginal, la dernière tranche pour lui, c'est 14%. Voilà, donc un petit point sur l'impôt sur le revenu, vous m'en aviez parlé, savoir un petit peu comment ça se passe, comment on le calcule. Alors, dans un troisième point, maintenant, cette politique sociale, est-ce qu'elle réduit les inégalités? On va voir que c'est un système fiscal finalement qui est imparfaitement redistributif. On verra l'impact de la redistribution sur les niveaux de vie. Alors, ce système fiscal, il est imparfaitement redistributif. Regardez, ici, l'impôt sur le revenu, il va contribuer à la réduction des inégalités pour à peu près un tiers, vous voyez, 32%. Ce qui va être plus important pour réduire les inégalités, vous voyez, ce sont toutes les prestations, toutes les allocations familiales et autres prestations familiales. Elles représentent plus de 62%, c'est-à-dire à peu près 2 tiers de la réduction des inégalités. Donc 1 tiers pour l'impôt, 2 tiers pour les prestations. On peut dire que c'est un système fiscal qui est faiblement progressif. L'impôt sur le revenu, on voit qu'il est très progressif, on a vu les taux, mais il est très peu redistributif. Il est progressif dans sa volonté de redistribuer mieux les recettes, en fonction de ce que les gens gagnent, donc il est très progressif, vous voyez, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts, mais en fait, en termes de redistribution, il va redistribuer que pour 1 tiers, par rapport aux prélèvements obligatoires, par rapport aux prestations familiales qui, elles, représentent 2 tiers. Voilà. Alors ici, un petit tableau qui représente le taux global d'imposition, tout prélèvement confondu. Donc vous voyez tout prélèvement confondu, que ce soit l'impôt sur le revenu, les impôts sur le capital, TVA, etc. On est dans un système actuellement où à peu près 96% des Français ont un taux global d'imposition, tout prélèvement obligatoire confondu, impôts et cotisations sociales autour de 50%. Ça veut dire quand même que 96% des Français, vous voyez, on est à peu près à 50% de prélèvements obligatoires sur ce que nous gagnons. Donc voilà, ici, vous avez les revenus les plus modestes, les revenus les plus aisés, puis vous avez ici le taux d'imposition. Ici, vous savez que dans les classes les plus aisées, il y a aussi un impôt qui s'appelle l'impôt sur la grande fortune, qu'ils payent donc en plus. L'impact de la redistribution sur les niveaux de vie. Alors, avant redistribution monétaire, les 20% les plus riches touchent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres. Retenez ça, après redistribution monétaire, les 20% les plus riches ne touchent plus que 4 fois plus que les 20% les plus pauvres. Donc on a bien une réduction des inégalités, de moitié, mais qui reste encore importante. Donc permet de réduire les inégalités de niveau de vie. Ce sont, retenez, les prestations sociales qui contribuent le plus à hauteur de 2 tiers et les impôts seulement à hauteur d'1 tiers. Alors, est-ce que cette politique sociale est efficace? Est-ce qu'elle a des limites? Vous savez qu'il y a un problème de financement de la protection sociale, on verra son efficacité en grand B. Quant à le problème de financement de la protection sociale, le gros problème, c'est que les dépenses de la protection sociale progressent plus vite que la richesse nationale, donc le fameux PIB qui est la création de richesse, la somme de toutes nos valeurs ajoutées. Pour pouvoir dépenser, il faut gagner de l'argent. Or, ce qu'on me dit, c'est que je dépense plus que je gagne. Ça, c'est ce que je gagne, ça, c'est ce que je dépense. Et le problème de financement, il vient du fait que les dépenses s'accélèrent plus vite que ce que nous gagnons.
De plus, à chaque fois, nous creusons un déficit, puisqu'il y a déjà un déficit de la sécurité sociale. Donc, ces dépenses étaient de 45% dans le total des dépenses publiques entre 90 à 2014. Vous voyez, voilà. Donc, et après, il faut aussi financer tout ce qui est service public. Donc, on va essayer de chercher de nouvelles ressources. C'est comme ça, si je dépense plus que je gagne, je peux essayer de gagner un peu plus, de trouver de nouvelles recettes, c'est-à-dire d'imposition pour l'État. Donc, c'est facile. Comment je peux trouver? Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui payent d'impôts, ou en tout cas que leur assiette, c'est-à-dire leur base d'imposition, soit plus large. Et si j'ai une assiette, c'est pas compliqué, si je l'agrandis, je peux en mettre plus dedans. Donc, si j'élargis l'ensemble des revenus qui sont imposables, j'aurai plus d'impôts. Donc, pour ce faire, a été inventée en 91 la CSG, Contribution sociale généralisée, et en 96 la CRDS, qui est la contribution à la réduction de la dette sociale. Ces impôts élargissent l'assiette tout simplement parce que tous les revenus sont imposables par la CSG et la CRDS. Si vous recevez des allocations, des prestations sociales, vous allez payer de la CSG et de la CRDS, vous allez en payer sur tout type de revenus que vous avez. Alors, l'efficacité de la protection sociale, les prestations sociales sont peu redistributives. Pourquoi? Parce qu'on va voir que les prestations sociales, elles sont en partie proportionnelles aux cotisations versées. Plus je verse de cotisations, plus je reçois de prestations. C'est un peu proportionnel, vous voyez. Donc, la pauvreté ne régresse plus et les inégalités se sont accrues. Donc, on est plus dans une logique d'assurance que de solidarité. On a un rapport qui nous dit, le rapport sur la pauvreté, qui nous dit qu'en 2013, 30% des hommes et 37% des femmes ont renoncé à des soins pour leur santé pour des raisons financières, ce qui est quand même un tiers des personnes. Donc aujourd'hui même, il y a un rapport sur la pauvreté qui est sorti, donc on regardera un petit peu ça en classe. Sachez qu'en France, il y a presque 9 millions de personnes pauvres, en considérant un seuil de pauvreté à 1 008 €, c'est-à-dire seuil à partir duquel on considère qu'une personne est pauvre en France. Voilà, donc ce chapitre est terminé. Regardez-le à nouveau si vous en avez besoin, avant de faire le petit quiz d'évaluation de vos connaissances.